On va maintenant s'intéresser à éditer des fichiers en mode console. Donc, on a déjà édité des fichiers avec NetBeans, par exemple. Quand on utilise NetBeans, ce qu'on édite, ce sont les fichiers du code source d'un programme en Java. Eh bien, ces fichiers peuvent être édités avec n'importe quel programme éditeur de code, que ce soit NetBeans, mais ça pourrait être Notepad, ça peut être Nano, qui est ce qu'on va utiliser ici, ou d'autres éditeurs qui existent. À ne pas confondre toutefois avec des traitements de texte comme LibreOffice par exemple ou Microsoft Word qui sont vraiment des suites logicielles permettant de mettre en forme le texte et pas juste d'éditer du texte. Donc pour illustrer ce TD, créons déjà un répertoire TD4 dans le répertoire Dev1. Alors ici, je vais rentrer dedans, voilà. Et on va commencer à utiliser Nano. Donc Nano, c'est un éditeur de texte ou un éditeur de code et on peut l'utiliser pour notamment créer un fichier et écrire ce qu'on veut dans ce fichier. Alors commençons par créer un fichier qu'on va appeler test. Nano nous précise que effectivement c'est un nouveau fichier ici en dessous de l'écran, et c'est normal puisque le fichier test n'existait pas dans ce répertoire, on vient de créer le répertoire. Donc maintenant je peux écrire ce qu'on veut dans ce fichier, avec autant de lignes qu'on veut, et on fait vraiment ce qu'on veut. Ok, donc là j'ai juste créé un fichier texte avec plein de broles, je peux mettre tout ce que je veux là-dedans. Alors, pour sauvegarder ce fichier, alors dans la plupart des éditeurs c'est CTRL-S pour sauver, mais ici c'est pas le cas. Ici pour sauver c'est en fait CTRL-O. Si vous regardez ici, le petit accent circonflexe, ça signifie touche CTRL. Donc la touche dans le coin en bas à gauche de votre clavier par exemple. Et O bah, signifie O, donc c'est CTRL-O. Donc si je presse CTRL-O, il va me proposer d'écrire, je peux confirmer le fichier test, hein, puisque c'est celui-là que j'avais voulu créer. Et maintenant, je peux sortir. Donc pour sortir, c'est CTRL X ici. Maintenant que j'ai créé ce fichier, bah, je peux le voir avec ls. Je peux voir son contenu avec cat. Je peux le supprimer éventuellement avec rn. Je ne vais pas le faire ici. Je peux le renommer avec mv, exemple test2. Voilà. Maintenant, pour faire quelque chose d'un petit peu productif avec Nano, essayons d'écrire une classe en Java. Donc une classe en Java, ça se met dans un fichier qui porte le même nom que la classe. Alors ma classe, je vais l'appeler ma classe, tout simplement. maclasse.java. En général, un nom de classe commence par une majuscule, donc ici je respecte cette convention. J'ouvre le fichier, évidemment il est vide, il ne contient rien du tout. NetBeans, lui, permet de créer des fichiers de classe avec déjà du blabla dedans, hein, tout le template minimum. Ici, on va devoir l'écrire à la main. Donc je vais devoir écrire public classe. Quel est le nom de ma classe? Bah, je suis dans un fichier qui s'appelle ma classe, donc je dois appeler ma classe ma classe. Et puis, une fois que je suis dans ma classe, je peux déclarer des méthodes. Par exemple, une méthode main, public static void main. Et cette méthode main, je peux lui faire quelque chose, comme par exemple simplement afficher du texte. Alors, avec NetBeans, je peux écrire SOUT tabulation, mais ici, c'est pas le cas avec Nano. Je n'ai pas toutes ces facilités. System.out.println. Ceci fonctionne. Ok. Donc voilà ce que je peux faire pour commencer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'exécuter cette classe. Alors avec NetBeans, ça revient à cliquer sur un bouton. Ici, bon, déjà, il faut écrire le fichier et sortir. Donc oui, je vais sauver, je sauve, je sors. Et comment est-ce qu'on peut exécuter une classe? Alors normalement, on commence par compiler javac, ma classe. Et là, je vois, tiens, j'ai oublié quelque chose. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur dans mon code. Donc, Java me le dit au moment de la compilation. Donc, je vais simplement éditer mon fichier. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit il manque un identificateur. Donc, j'ai écrit string crochet et puis j'ai pas écrit le args qu'on écrit en général après. Donc, rajoutons ça. Et la compilation permet de détecter déjà pas mal d'erreurs de compilation. C'est l'équivalent de ce que NetBeans souligne en rouge quand vous avez une erreur de syntaxe. Ensuite, je sors, je retente la compilation, ça fonctionne, rien ne s'affiche, et donc je peux lancer l'exécution de ma classe, et donc je dois écrire Java suivi du nom de ma classe. Attention, il ne faut pas écrire le point Java, ni d'ailleurs le point classe. Et ça fonctionne. Okay. Donc quels sont les fichiers dans le répertoire courant actuellement? Eh bien, il y a le bytecode, donc le fichier compilé, le fichier source, ma classe.java, ce qu'on a écrit ensemble, et le fichier test2 que je peux supprimer parce qu'il ne me sert plus à rien. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser
un outil qui s'appelle Javadoc. Javadoc, ça permet de générer de la documentation à partir des commentaires Javadoc qu'on écrit dans la classe. Donc ici, je fais Javadoc, nano, pardon, ma classe.java, et je vais aller rajouter des commentaires Javadoc. Alors commençons par écrire ceci est une classe, est un exemple de classe en Java. Alors je peux rajouter un petit tag. Donc @author, ça veut dire que je précise qui est l'auteur. Donc ici, l'auteur, ça sera moi. Et je termine mon commentaire par étoile slash. Okay. Sous NetBeans, c'est facile parce que NetBeans me pré-remplit tout un tas de choses. Ici, il faut l'écrire à la main, pour l'instant en tout cas. Donc pour ma classe principale, eh bien, je vais dire pour ma méthode principale, je vais simplement dire on affiche un texte à l'écran. Voilà, c'est exactement ça que ça fait. Et si on veut avoir une Javadoc correcte, il faut aussi documenter les paramètres de la méthode. Donc ici, il y a un paramètre qui est un tableau de chaîne. Et donc, je vais écrire @param args. C'est quoi? Eh bien, en fait, ce sont les arguments du programme. On pourra revenir là-dessus éventuellement plus tard. Mais en fait, ce sont des arguments à notre programme. Donc, je peux sauver, quitter. Et si je compile, que je lance ma classe, eh bien, rien n'a apparemment changé. Puisqu'effectivement, ce que je viens de rajouter, ce sont purement des commentaires. Donc, comment est-ce que je peux utiliser ces commentaires pour générer une documentation un peu agréable à regarder? Eh bien, simplement, je vais utiliser l'outil Javadoc. Donc, Javadoc, il est documenté ici également dans le TD. On doit faire Javadoc-D, puis le nom du dossier dans lequel on va générer la Javadoc. Donc ici, je vais créer un dossier, voilà, n'importe lequel. Donc le dossier va s'appeler littéralement un dossier, donc peut-être que c'est plus intéressant si je l'appelle simplement doc. Ensuite, ou documentation peut-être. Ensuite, je dois lui donner le nom du fichier Java, à partir duquel la Javadoc va être extraite. Donc ici, j'écris simplement ma classe.java. Et voilà ce qui se passe. Donc il y a tout un tas d'informations qui s'affichent à l'écran, notamment voilà, le répertoire documentation a été créé. Et dans ce répertoire documentation, je vous invite à regarder notamment le index.html, qui sera le point de départ de la documentation. C'est ça qu'on va ouvrir dans notre navigateur. Donc ici, je vais utiliser mon navigateur pour ouvrir ce fichier. Donc voici le document qui s'ouvre à ce moment-là. C'est une petite page web qui a été créée par l'outil Javadoc et qui contient les commentaires que j'avais écrits dans mon fichier Java. Par exemple, ceci est un exemple de classe en Java, c'est la documentation de classe. On va retrouver aussi, ici un peu plus bas, la description de la méthode main, affiche un texte à l'écran. Et si je clique sur main, j'arrive encore plus bas et je vois non seulement afficher un texte à l'écran, mais je vois aussi la documentation des paramètres, donc en l'occurrence du paramètre args. Alors, dans la suite du TD, on voit qu'il y a une section pour visualiser la documentation sur Windows. Donc ça, c'est spécifique à la configuration de l'école. Linux 1 est une machine à laquelle on se connecte à distance, et la machine que vous utilisez pour vous connecter à Linux 1 est une machine Windows. Si vous voulez lire la documentation dans votre navigateur sur Windows, et que cette documentation se trouve sur Linux 1, bien, il faut indiquer à votre navigateur de se connecter à Linux 1. Et donc ça, c'est le but de ces éléments-ci du TD. Je ne vais pas les reproduire ici, puisque, évidemment, moi, je ne suis pas dans cette configuration-là, et si vous êtes chez vous, vous n'êtes pas non plus dans cette configuration-là. Donc, quand vous êtes chez vous, vous pouvez simplement ouvrir le fichier dans votre navigateur, si c'est possible pour vous. Si vous êtes dans une machine virtuelle Linux en console pure, eh bien à ce moment-là, vous n'aurez pas de navigateur, mais en tout cas, vous pouvez générer la documentation comme on l'a fait ici. Et à partir du moment où elle est générée, elle fonctionne, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça.